Au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, le monde a perdu à jamais la voix d'une jeune fille qui, à travers son journal, a témoigné de l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité. Anne Frank, cachée avec sa famille dans une annexe secrète à l'arrière d'un immeuble d'Amsterdam, a vécu pendant plus de 2 ans sous le poids de la peur, jusqu'à ce que le 4 août 1944, une rafle nazie mette fin à son fragile refuge. Bien qu'on ne sache toujours pas avec certitude qui les a dénoncés, des agents de la police néerlandaise, sous les ordres de l'officier SS Karl Silberbauer, ont fait irruption dans la cachette et ont arrêté ses occupants. L'endroit a été fouillé, mais grâce au courage de 2Z, le journal d'Anne a été sauvé de l'oubli. Ce qui a suivi a été un voyage marqué par le désespoir et la perte. Après leur arrestation, les Franks ont été envoyés à Westerbork et quelques semaines plus tard déportés à Auschwitz dans un train bondé où l'humanité des prisonniers a été réduite au minimum. Anne, sa mère et sa sœur ont été séparées de leur père et finalement transférées au camp de Bergen-Belsen où régnaient la faim, le froid et les maladies. Là, parmi les corps fiévreux et les regards éteints, Anne a contracté le typhus, tout comme sa sœur Margot. Elles sont mortes toutes les deux peu avant que le camp ne soit libéré. D'une enfance normale au début de la fuite, Anne Frank, avant son confinement, Anne Frank est née le 12 juin 1929, dans la ville allemande de Francfort-sur-le-Main. Sa famille faisait partie de la communauté juive libérale de la ville. Son père, Otto Frank, était un homme éduqué, formé aux affaires, et dirigeait une entreprise avec son frère. Sa mère, Edith, s'occupait du foyer et élevait leurs 2 filles, Margot, l'aînée, et Anne, la cadette. Durant leurs premières années, la famille a vécu paisiblement. Ils avaient des amis, participaient à des réunions sociales et leurs filles grandissaient dans une atmosphère familiale. Anne était une enfant en bonne santé, énergique et curieuse depuis son plus jeune âge. Margot, plus sérieuse et silencieuse, se distinguait déjà par ses bons résultats scolaires. Les Franks vivaient dans un quartier mixte où cohabitaient juifs et non-juifs. Mais en 1933, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, la situation a brusquement changé. Les lois contre les Juifs ont commencé à être appliquées sans délai. Otto Frank a compris que sa famille ne serait plus en sécurité en Allemagne. Les Juifs ont été exclus du monde des affaires, de la vie universitaire et des espaces publics. Les signes d'exclusion étaient partout. Otto s'est rendu à Amsterdam à la recherche d'une solution. Il y connaissait quelques personnes et a vu une possibilité de prendre un nouveau départ. Il a trouvé un emploi de représentant pour l'entreprise Opekta, spécialisée dans les produits pour la préparation de confitures. En septembre 1933, il est parti seul pour les Pays-Bas. Peu de temps après, Edith et Margot l'ont suivi, tandis qu'Anne est restée temporairement chez ses grands-parents. Quand Otto a organisé leur logement et son travail, Edith et les filles l'ont rejoint. Anne est arrivée à Amsterdam au début de 1934. Ils se sont installés dans un appartement sur la place Merwedeplein, un quartier calme et familial. Otto passait de nombreuses heures à l'entreprise. Edith essayait de s'adapter, bien qu'elle ne se sente pas à l'aise hors de son pays. Margot a commencé l'école. Anne, qui ne connaissait pas le néerlandais, s'est rapidement intégrée. À 5 ans, c'était une enfant éveillée, sociable et pleine d'énergie. Otto a réussi à ouvrir une nouvelle succursale de l'entreprise et a cherché à maintenir leur stabilité. Les filles allaient à l'école, se faisaient de nouvelles amies et sortèrent jouer. Anne parlait beaucoup, aimait raconter des histoires et sa vie quotidienne se déroulait normalement. Bien qu'elle soit loin de leurs racines, elle gardait le contact avec leurs grands-parents restés en Allemagne. La famille pensait que leur nouvelle vie aux Pays-Bas les éloignerait de l'antisémitisme. Otto évitait d'attirer l'attention. Il conservait son travail, assumait ses responsabilités et préférait passer inaperçu. À la maison, il continuait à parler allemand, mais les filles apprenaient la langue locale à l'école. Anne l'a apprise avec facilité. Edith, de son côté, n'a pas réussi à se sentir partie du nouvel environnement. Elle ne maîtrisait pas la langue, évitait de sortir et passait la majeure partie de son temps à la maison. Elle ne maintenait le contact qu'avec d'autres femmes juives du quartier. Malgré cela, elle essayait de maintenir une routine pour ses filles. Vers le milieu des années 1930, plusieurs membres de la famille ont également quitté l'Allemagne. La situation s'empirait visiblement.
Des synagogues attaquées, des magasins fermés et une persécution qui n'était plus cachée. Otto a aidé certains parents à fuir et leur a offert l'hébergement pour quelques jours chez lui. Anne a grandi dans ce contexte entre deux cultures. Il parlait allemand à la maison, mais elle évoluait dans un environnement complètement néerlandais. Elle allait en classe, sortait jouer et aimait les magazines pour enfants. Elle était très aimée de ses amis et se montrait toujours enthousiaste. Margot, en revanche, était plus studieuse et réservée. Otto pensait qu'il avait fait le bon choix. Ses filles allèrent bien, le travail progressait et la vie à Amsterdam semblait sûre. À ce moment-là, il n'imaginait pas que le régime qu'il avait fui finirait par s'y étendre également. Adaptation et routine à Amsterdam. Une fois installés à Amsterdam, les Franks ont essayé de reconstruire leur vie quotidienne. Anne avait 5 ans. Elle ne connaissait personne et ne maîtrisait pas encore la langue, mais elle s'est adaptée sans problème. À l'école, elle a appris le néerlandais rapidement. Elle était spontanée et avait de nombreuses amies. Margot préférait étudier et lire à la maison. Otto Frank a commencé à travailler chez Opekta, qui proposait des produits pour faire des confitures. Il était constant et précis. Il a rapidement stabilisé les finances de la famille. En 1938, il a fondé une seconde entreprise, Pectacon, spécialisée dans les épices. À titre préventif, il l'a enregistrée au nom d'employés non juifs, bien qu'il en garde la direction. Edith, en revanche, ne s'est pas complètement intégrée. Elle avait du mal avec la langue, n'avait pas de vie sociale en dehors de la famille et sortait peu. Elle maintenait la communication avec sa mère en Allemagne et sa belle-sœur Elfriede, avec qui elle partageait des confidences. Malgré son isolement, elle s'efforçait de maintenir l'ordre à la maison et d'élever ses filles dans un environnement paisible. Il vivait sur la Merwedeplein, une place résidentielle du sud d'Amsterdam, bordée d'arbres et de bancs où les enfants jouaient. Anne passait de longues après-midi à courir et à inventer des histoires avec ses camarades. Dans sa chambre, elle décorait les murs avec des coupures et des photos. C'était sa façon de se sentir en sécurité dans ce nouveau monde. Les Franks respectaient les fêtes juives, mais ne suivaient pas une pratique religieuse stricte. Ils célébraient les dates importantes avec simplicité. Otto accordait la priorité à la formation académique et à l'apprentissage des langues. Les filles lisaient beaucoup, même dans d'autres langues. Elles avaient une petite bibliothèque à la maison. Bien que le régime nazi intensifie sa violence en Allemagne, Amsterdam semblait rester à l'écart. C'était un refuge pour de nombreuses familles juives. Otto a temporairement accueilli des parents qui fuyaient. À la maison, ils n'ignoraient pas ce qui se passait, mais ils essayaient de ne pas vivre dans une angoisse constante. Margot est entrée à l'école Montessori avec de bons résultats. Elle était responsable et disciplinée. Anne était extravertie et parfois impulsive. Ses enseignants mettaient en avant sa vivacité. Elle aimait inventer des dialogues, écrire et faire des imitations. Ses résultats scolaires étaient corrects, mais elle s'exprimait avec aisance. Les week-ends, il sortait souvent se promener. Il visitait les marchés, les parcs ou des connaissances. Otto travaillait beaucoup, mais réservait les dimanches pour être à la maison. Il parlait en allemand, ce qui créait une certaine distance avec les voisins, mais cela faisait partie de leur identité familiale. Bien qu'Anne et Margot parlaient déjà le néerlandais couramment, la langue maternelle restait présente à la maison. En 1937, Anne a rejoint un groupe de filles du quartier. Elles jouaient en plein air, faisaient du vélo et partageaient des secrets. Elles ont même fondé un petit club avec des noms de code. Ilse, Suzanne, Annelie et Jacqueline étaient ses amies les plus proches. En classe, Anne parlait sans arrêt. Bien que cela ait entraîné des annotations sur ses bulletins, ses professeurs l'appréciaient. Les parents essayaient de les protéger de la peur. Ils parlaient avec discrétion de ce qui se passait en Allemagne. On y commentait les nouvelles lois, les agressions contre les commerces et les déportations. Otto, prévoyant le pire, gardait des documents et pensait à des plans alternatifs. Malgré tout, il faisait confiance à la neutralité des Pays-Bas, comme cela avait été le cas pendant la Première Guerre mondiale. Anne et Margot ont suivi pendant un certain temps des cours de catéchisme juif, plus par tradition que par conviction. On pouvait encore aller au cinéma, acheter des magazines, utiliser les transports et avoir une vie de ville normale. Les filles collectionnaient des photos d'artistes, faisaient des puzzles et passaient des après-midi avec leurs amis. En 1938, l'Allemagne a annexé l'Autriche. L'année suivante, elle a envahi la Tchécoslovaquie. Otto a compris que la menace s'étendait.
Il a tenté sans succès d'obtenir des visas pour les États-Unis. Il a également pensé à émigrer à Cuba, mais les démarches ont stagné. Il y avait trop de demandes et peu de réponses. Les départs étaient presque impossibles. Vers la fin de 1939, l'Allemagne a signé un accord avec l'Union soviétique et a envahi la Pologne. La guerre a officiellement commencé. Le Royaume-Uni et la France ont répondu par une déclaration. Les Pays-Bas essayaient de rester à l'écart, mais le risque était évident. Comme de nombreuses familles, les Franks ont commencé à se préparer. Ils gardaient de l'argent, des conserves, des copies de papiers importants. Dans la rue, il n'y avait pas de grands changements, mais dans les foyers juifs, on respirait une autre tension. Otto s'appuyait sur un réseau de contacts et de fournisseurs fidèles au cas où il faudrait agir rapidement. Anne restait concentrée sur sa vie d'enfant. Son attention était tournée vers l'école, ses amis et les lettres qu'elle échangeait. Margot, plus mature, comprenait mieux ce qui était en jeu. Les adultes abordaient le sujet avec prudence devant elle. Ils ne voulaient pas les alarmer. L'occupation, les premières lois de haine. Le 10 mai 1940, la tranquillité des Pays-Bas a pris fin. Tôt le matin, les troupes allemandes ont franchi la frontière. En 5 jours, l'armée nazie a pris le contrôle total. La reine a fui à Londres et le pays est tombé aux mains des occupants. Ce qui semblait être un refuge sûr pour des milliers de familles juives est devenu un autre territoire sous le régime d'Hitler. La famille Frank, qui vivait à Amsterdam depuis des années, a reçu la nouvelle avec effroi. Otto a compris que les nazis n'allaient pas attendre pour imposer leurs règles. Au début, les restrictions ont été discrètes, mais elles sont rapidement devenues visibles. En quelques mois, les Juifs ont été exclus de la vie publique. Les premières ordonnances ont interdit aux Juifs d'occuper des postes dans le gouvernement, les universités et les médias. Ensuite, ils ont été expulsés des services publics et forcés de s'enregistrer officiellement. Sur les documents, dans les magasins, les immeubles et les écoles, des signes d'exclusion ont commencé à apparaître. À l'école d'Anne, les changements sont arrivés rapidement. Les élèves et les enseignants juifs ont été mis à l'écart. Margot et elle ont dû quitter leurs écoles ordinaires et être transférées dans des centres exclusivement pour enfants juifs. Les nouveaux bâtiments étaient vieux, mal équipés et les classes surpeuplées. Malgré cela, les sœurs ont essayé de maintenir une routine. Anne, bien qu'inquiète, continuait d'écrire, de lire et d'imaginer des histoires. Otto Frank a tenté de maintenir à flot l'entreprise Opekta. Il savait qu'il ne pouvait plus apparaître comme le propriétaire. Il faisait confiance à ses employés les plus proches. Il a fait les changements nécessaires pour que l'entreprise passe légalement aux mains de partenaires non juifs, même s'ils continuaient à travailler en coulisses. C'était la seule façon de maintenir les revenus sans attirer l'attention. Dans la rue, les changements s'accéléraient. Les autorités allemandes ont commencé à fermer des lieux publics aux Juifs. Ils ne pouvaient plus aller au cinéma, dans les restaurants, ni s'asseoir sur certains bancs. On leur a interdit d'utiliser les transports en commun, de sortir après une certaine heure et de visiter les parcs ou les bibliothèques. Chaque semaine, une nouvelle interdiction apparaissait. Les signes étaient clairs. Sur les devantures des magasins, des affiches disaient « Pas de service pour les Juifs ». À la radio et dans les journaux, la propagande était diffusée. Les familles comme les Frank ne pouvaient plus vivre comme avant. Les filles sortèrent moins. Edith évitait de parler fort. La méfiance était générale. Au printemps 1941, un recensement a été ordonné pour identifier tous les Juifs du pays. Ils devaient s'enregistrer avec leur nom, leur adresse, leur profession et leur situation familiale. Otto s'est conformé à la procédure, mais il savait que cette liste n'était pas une simple formalité. Elle faisait partie d'un système de contrôle. Ceux qui ne s'enregistrèrent pas pouvaient être arrêtés. La police a commencé à faire des rafles. Dans certains quartiers, les hommes étaient sortis de chez eux et emmenés dans des centres de détention. Personne ne savait où ils étaient envoyés. Certains réussissaient à envoyer une lettre depuis des camps de travail, d'autres disparaissaient. Les familles ont commencé à dormir tout habillées, avec des sacs prêts à s'échapper en cas de rafle nocturne. Chez les Frank, on parlait à voix basse. Les filles commençaient à remarquer que quelque chose de très sérieux se passait. Anne continuait d'écrire dans de vieux cahiers, racontait des histoires, collait des coupures et parlait avec ses amis. Mais son monde se rétrécissait. Chaque semaine, il y avait une nouvelle règle. Il ne pouvait pas aller chez des personnes non juives. Ses amis de son ancienne école s'éloignaient.
Otto recevait des nouvelles d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne. Il savait ce qui s'en venait. C'est pourquoi, dès cette même année, il a commencé à préparer une cachette. À l'arrière du bâtiment où se trouvait l'entreprise, il a identifié un espace qui pouvait être aménagé. Il n'a rien dit à ses filles, seulement à un petit groupe d'employés de confiance. En septembre 1941, les enfants juifs ont été interdits d'aller dans les écoles ordinaires. Anne et Margot sont passées dans une école secondaire juive. Le bâtiment était loin de la maison. Le trajet était limité. Elles ne pouvaient pas utiliser les transports. Edith les accompagnait en marchant ou à vélo lorsque c'était permis. Anne écrivait sur ses nouveaux camarades, certains venant d'autres quartiers, tous dans la même situation. À la fin de cette année, les premières déportations sont arrivées. Des groupes de jeunes hommes étaient convoqués dans des bureaux locaux. De là, on les envoyait en train en Allemagne. Le gouvernement nazi parlait de travaux forcés, mais les lettres qui arrivaient racontaient une autre histoire. Il y avait la faim, les maladies et les coups. Ceux qui réussissaient à revenir étaient méconnaissables. D'autres ne revenaient jamais. Les autorités ont commencé à parler ouvertement de réinstallation. Des listes étaient organisées. Les familles craignaient d'être convoquées. Les appels arrivaient par lettre ou par téléphone. Personne ne savait quel jour ce serait leur tour. Les Francs ont renforcé leur plan. Otto a accéléré les travaux de la cachette. Ils ont revu les accès, les provisions, la distribution de l'espace, le tout en silence. Pendant ce temps, les rues se remplissèrent de soldats, de policiers collaborationnistes et de civils vigilants. Les rafles sont devenues courantes. À toute heure, des camions se garaient devant un bâtiment et en sortèrent des familles. Les voisins regardaient depuis les fenêtres. Certains prévenaient, d'autres se taisaient. Beaucoup faisaient semblant de ne rien savoir. À la maison, Edith cuisinait le strict nécessaire. Ils économisaient tout ce qui était possible. Otto rassemblait des documents, des plans et des fournitures. Anne voyait les placards se remplir de bocaux, de boîtes de conserve et de valises. Parfois, elle posait des questions, mais personne ne lui répondait clairement. Elle avait 13 ans. Elle savait qu'il y avait un danger, mais elle ne comprenait pas encore l'ampleur. Le 29 avril 1942, une nouvelle règle a tout changé. Tous les Juifs de plus de 6 ans devaient porter une étoile jaune cousue sur leurs vêtements. L'ordre s'accompagnait de menaces. Quiconque ne la portait pas pouvait être arrêté. L'étoile était visible, obligatoire, impossible à cacher. C'était le symbole qui les séparait du reste. Anne et Margot sont sorties dans la rue avec leurs nouvelles insignes. C'était la dernière étape avant l'enfermement. Convoquée à disparaître, le dernier avertissement avant de se cacher, le 12 juin 1942, Anne a eu 13 ans. Ce fut une matinée tranquille chez les Francs. Ses parents ont essayé d'apporter un peu de joie à cette date, malgré l'atmosphère hostile qui régnait dans la ville. Parmi les cadeaux, elle a reçu un cahier à couverture rigide, décoré de carreaux rouges et blancs. Elle l'avait elle-même choisi quelques jours plus tôt dans une papeterie du quartier. À partir de ce jour, ce carnet deviendrait l'endroit où elle commencerait à écrire. Dès lors, Anne a rempli le cahier de notes fréquentes. Elle ne savait pas que ce journal finirait par devenir l'un des témoignages les plus connus sur la persécution juive. Pour elle, c'était juste un moyen de mettre ses pensées sur papier. Elle parlait de ce qu'elle vivait et de ce qu'elle ressentait. Sans le dire, elle comprenait que le danger grandissait autour d'elle. Le journal n'était pas un secret. Ses parents savaient qu'elle l'avait, mais ne le lisèrent pas. Anne écrivait librement, en utilisant des noms inventés. Parfois, elle parlait de sa maison, d'autres fois de son école, et aussi de ce qui se passait dans le pays. Elle le faisait avec le regard d'une adolescente qui essayait de comprendre un monde qui devenait de plus en plus hostile. Au cours de ces semaines, les restrictions se sont aggravées. À l'école, les rumeurs étaient constantes, des arrestations, des trains remplis de gens qui ne revenaient pas. On disait qu'ils étaient emmenés loin pour travailler dans des conditions difficiles. Il n'y avait pas de certitude, seulement la peur. Tout le monde savait que la pire chose était d'apparaître sur ces listes. La famille était toujours dans son appartement de la Merwedeplein. De l'extérieur, cela ressemblait à une routine normale. Les filles allaient en classe, Otto continuait de travailler, Edith ne sortait que pour le strict nécessaire. Mais à l'intérieur, la tension était constante. Otto recevait des avertissements de connaissances. Les rafles étaient de plus en plus fréquentes. Dans certains quartiers, des familles entières étaient emmenées sans distinction d'âge. Parallèlement, la cachette était presque terminée.
Otto planifiait tout depuis un certain temps. Avec l'aide de quelques employés de confiance, il avait aménagé une annexe à l'arrière du bâtiment de son entreprise. Une étagère tournante la dissimulait. Derrière se trouvait une annexe avec de petites pièces, une cuisine simple et des fenêtres occultées. Seules quelques personnes étaient au courant du plan. Miep Gys, Johannes Kleiman, Victor Kugler, Bep Voskuil et son père Johannes. Chacun avait une tâche: apporter de la nourriture, des nouvelles, des objets utiles et maintenir les apparences. Si quelqu'un les découvrait, ils étaient tous en danger. Le 5 juillet 1942, tout a changé. Margot, 16 ans, a reçu un avis officiel. Elle devait se présenter pour être envoyée dans un camp de travail. Il n'y avait pas d'explication, seulement une date et un lieu. Ne pas se conformer à l'ordre était considéré comme une faute grave. Otto a décidé de ne plus attendre. Cette nuit-là, il a prévenu Edith. Il était temps de se cacher. Le 6 juillet, tôt le matin, il partirait, sans dire au revoir à personne. Anne a été informée la même nuit. On lui a demandé de n'emporter que le strict nécessaire. Rien de grand, rien d'ostentatoire. Avant de dormir, Anne a rangé son journal dans un sac à dos. Elle y a ajouté des livres, des crayons et quelques photos. Margot a fait de même. Edith a emballé des vêtements dans des couvertures. Otto a caché des documents et des objets de valeur dans le bureau. À l'aube, ils sont sortis un par un, en empruntant des routes secondaires. Ils portaient tous les vêtements possibles pour dissimuler leurs affaires. Ils ont marché jusqu'à l'immeuble de l'entreprise. Ils sont entrés par une porte latérale, ont traversé le couloir, ont déplacé l'étagère et sont entrés dans l'annexe. Ils ont tout refermé en silence. L'enfermement commençait. Pendant les premiers jours, ils étaient seulement les 4. Anne, Margot, Edith et Otto. Ils se sont répartis les espaces. Ils dormaient sur de vieux matelas. Les rideaux bloquaient toute la lumière. De 8 heures du matin jusqu'au soir, ils ne pouvaient pas faire de bruit. Ce n'est qu'après 18 heures, lorsque les employés partaient, qu'ils pouvaient se déplacer avec une certaine liberté. Anne a continué d'écrire dès le premier jour. Elle racontait comment c'était de vivre sans sortir, comment ils s'organisaient et ce qu'elle ressentait. Elle savait que s'ils étaient découverts, ils seraient arrêtés. Elle n'imaginait pas ce qui se passerait ensuite, mais elle comprenait que ce n'était pas une simple cachette. Le 13 juillet, une semaine plus tard, 3 autres personnes sont arrivées. Herman Van Pels, son épouse Auguste et leur fils Peter, 16 ans. Otto les connaissait depuis longtemps. L'espace déjà réduit est devenu encore plus étroit. Anne et Margot partageaient une petite pièce. La présence des Van Pels a changé la cohabitation. Il fallait se relayer pour tout, la salle de bain, la cuisine, le silence. La nourriture était partagée entre plus de personnes. Les disputes ont commencé. Anne n'aimait pas Auguste. Sa façon de parler l'agaçait. Avec Peter, elle échangeait à peine quelques mots. Cela changerait plus tard. Le 21 août, une autre personne s'est ajoutée. Fritz Pfeffer, un dentiste qu'il connaissait. Un homme silencieux et sérieux. Ils étaient maintenant 8. Anne a dû partager sa chambre avec lui. Ce ne fut pas facile. Ils avaient des routines différentes et peu d'affinités. Anne écrivait sans filtre sur la difficulté de la cohabitation. On ne pouvait plus sortir ni ouvrir les fenêtres. L'air ne circulait pas. Seules les aides montaient avec de la nourriture, des nouvelles et des provisions. Chaque mouvement devait être fait avec un soin extrême. Le moindre bruit pouvait trahir la présence du groupe. Même les voisins étaient un risque. Les derniers mois de 1942 se sont écoulés entre l'enfermement, la routine et la tension. Personne ne savait combien de temps cela durerait. Anne documentait tout. L'humeur du groupe, les petits changements, les frictions entre eux. Écrire était sa seule façon de se libérer. Son journal est devenu une partie essentielle de son quotidien. Cachés parce qu'ils étaient juifs, 2 ans de peur silencieuse. À partir du 6 juillet 1942, les 8 occupants de l'annexe ont cohabité au quotidien dans un espace clos. Anne, Margot, leurs parents, la famille Van Pels et M. Pfeffer partageaient chaque recoin. La cachette avait plusieurs petites zones, des chambres, un salon commun, une salle de bain, un grenier avec un poêle et une cuisine improvisée. Les murs étaient recouverts d'étagères et de tissus pour bloquer la lumière extérieure. Les règles étaient strictes. Entre 8 heures du matin et 18 heures, le silence était obligatoire. Les bruits, les pas de chaussures et les mouvements brusques n'étaient pas autorisés. Les travailleurs étaient toujours au rez-de-chaussée. Personne ne devait se douter de rien.
Seuls quelques employés étaient au courant de ce qui se passait à l'étage. Tout était régi par des horaires. Des tours pour la salle de bain, pour cuisiner, pour se laver. Ils mangeaient ce que les aides réussissaient à se procurer. Parfois, il y avait du pain rassis, des pommes de terre ou un peu de margarine. D'autres fois, à peine une soupe claire. Chaque portion était mesurée, rien n'était gaspillé. Anne écrivait chaque jour. Elle racontait ce qu'ils mangeaient, comment ils s'organisaient et les tensions qui survenaient. La cohabitation n'était pas facile. Certains jours étaient calmes. D'autres, un mot déclenchait des disputes. Le manque d'espace et la peur constante altérèrent les humeurs. Van Pels fumait en secret. Edith parlait peu. Margot s'isolait avec ses lectures. Les routines se répétaient. Le matin, tout le monde effectuait des tâches en silence. Lire, coudre, étudier, écrire. Peter réparait des choses. Pfeffer révisait son français. Otto coordonnait les tâches. Edith s'occupait de la nourriture. Anne écrivait. Les jours se ressemblaient. Seules les nouvelles de l'extérieur marquèrent le passage du temps. À 12h30, lorsque les employés descendaient manger, ils pouvaient parler à voix basse, se déplacer avec prudence et tirer les rideaux pendant quelques minutes. Parfois, ils écoutaient la BBC sur une radio cachée. C'était leur seule connexion avec le monde. Anne notait chaque information, les avancées, les bombardements, l'espoir de la libération. Les hivers étaient rudes, il n'y avait pas de chauffage. Ils dormaient avec leurs vêtements et de fines couvertures. L'eau gelait dans les récipients. Anne écrivait avec des gants. En été, l'air ne circulait pas. La chaleur était étouffante. Les murs suintaient d'humidité. Anne et Peter ont commencé à se rapprocher. Au début, c'était de brèves conversations. Puis ils se confiaient des secrets. Parfois, ils montaient ensemble au grenier. Anne a commencé à éprouver des sentiments pour lui. Elle le racontait dans son journal. Ils se tenèrent la main, s'embrassaient. Plus tard, ils se sont embrassés. Sa mère ne l'approuvait pas. Otto préférait ne pas s'en mêler. Peter était réservé. Anne, impulsive. Avec Pfeffer, son colocataire, il y avait des frictions constantes. Elle ne supportait pas son énergie, son rire, ses interruptions. Anne le décrivait comme sec et strict. En revanche, elle voyait Otto comme une figure solide, compréhensive et proche. Il était sa référence au milieu de l'enfermement. Les aides faisaient tout leur possible pour maintenir la situation. Il devenait de plus en plus difficile de se procurer de la nourriture. Les coupons étaient insuffisants. Certains magasins étaient surveillés. D'autres fournisseurs ont été arrêtés. Miep et Bep couraient des risques chaque fois qu'elles montaient. Victor Kugler inventait des excuses pour justifier certains mouvements dans l'entreprise. Les nouvelles de l'extérieur étaient alarmantes. On parlait de déportation, de trains qui partèrent sans retour, de camps dans l'Est. Otto filtrait les informations pour ne pas alarmer les filles, mais tout le monde comprenait que les rumeurs étaient vraies. Les lettres cessèrent d'arriver. Les familles disparaissaient sans préavis. Malgré tout, Anne n'a pas cessé d'écrire. Ses pages parlaient de l'enfermement, de ses pensées, de son évolution. Elle a inventé un destinataire, Kitty. Elle lui adressait des lettres imaginaires où elle déversait ses doutes, ses peurs et ses espoirs. Elle sentait que, bien qu'enfermée, elle continuait de grandir. Les anniversaires étaient discrets. Un morceau de pain avec quelque chose de sucré, une bougie allumée pendant quelques secondes. Anne a eu 14 et 15 ans dans l'annexe. Cela faisait plus de 500 jours qu'elle n'était pas sortie, voyant toujours les mêmes visages, sans lumière naturelle ni contact avec l'extérieur. Au printemps 1944, Anne a entendu à la radio que le gouvernement néerlandais en exil demandait de conserver les journaux et les témoignages pour reconstruire ce qui avait été vécu. Elle a alors décidé de peaufiner ce qu'elle avait écrit. Elle a relu, corrigé, organisé. Son cahier n'était plus seulement un refuge. Il se transformait en quelque chose qu'elle voulait laisser comme témoignage. La tension interne était constante. Les disputes augmentaient. La nourriture était rare, les nouvelles confuses. Certains disaient que les Alliés avançaient, d'autres que la répression nazie s'intensifiait. Anne notait tout. Elle croyait encore qu'un jour elle sortirait, qu'elle étudierait, qu'elle écrirait professionnellement. Elle avait déjà rempli plusieurs cahiers. Elle les gardait dans une pochette bien cachée. Miep connaissait son emplacement. Si quelque chose arrivait, elle avait promis d'essayer de les sauver. Anne remarquait son propre changement. Elle n'était plus une enfant. Elle observait mieux les autres. La tristesse d'Edith, le désespoir d'Auguste,
l'épuisement d'Otto, la fragilité de Peter. Le moindre bruit dans le bâtiment pouvait être la fin. Ils entendaient des pas, des coups, des portes. Parfois, c'était de fausses alertes. D'autres fois, des situations réelles. Une nuit, un voleur a brisé une fenêtre. Une autre fois, quelqu'un a forcé une porte. Chaque incident les laissait au bord de la panique. Pendant plus de 2 ans, les 8 personnes ont vécu cachées, sans air, sans rue, sans contact. Seules 5 personnes les aidaient. Seul l'espoir les soutenait. Anne a écrit jusqu'au 1er août 1944. 3 jours plus tard, ils ont été découverts. Sauvés sans être vus, les risques d'aider les Franks, pendant que les 8 occupants de l'annexe essayaient de survivre en silence, ils dépendaient entièrement d'un petit groupe de personnes qui risquaient tout pour les aider. Sans ce soutien extérieur, la vie dans cet isolement n'aurait pas duré une semaine. Ceux qui les protégeaient ne le faisaient ni par obligation, ni pour en tirer un bénéfice. Ils le faisaient parce qu'ils croyaient que c'était la bonne chose à faire, même en sachant que s'ils étaient découverts, ils pourraient être arrêtés, voire pire. Miep Gies était le lien principal entre le monde extérieur et ceux qui se cachèrent. Elle travaillait pour l'entreprise d'Otto Frank avant l'occupation et était l'une des rares personnes en qui il avait confiance. Chaque jour, elle se chargeait d'apporter de la nourriture, des livres, des nouvelles et tout ce qui était nécessaire. Parfois, elle apportait aussi des fruits, des vêtements usagés ou des médicaments. Elle se déplaçait avec prudence. Elle n'attirait jamais l'attention. Elle savait comment esquiver les questions et éviter les soupçons. Bep Voskuil faisait également partie du groupe. Elle était jeune, célibataire et connaissait bien le fonctionnement du bureau. Elle aidait avec les tâches administratives, mais montait aussi à l'annexe quand elle le pouvait. Elle avait une relation proche avec Anne. Elle lui apportait du papier pour écrire, des romans de la bibliothèque et parfois des cosmétiques. C'était une manière de maintenir un semblant de normalité. Son père, Johannes Voskuil, collaborait également. C'est lui qui a construit l'étagère tournante qui dissimulait l'entrée de la cachette. À plusieurs reprises, il a réparé des choses dans l'annexe sans que personne d'autre ne le remarque. Victor Kugler et Johannes Kleiman étaient les responsables légaux de l'entreprise depuis qu'Otto n'était plus gérant. Tous deux connaissaient le secret. Ils maintenaient la façade commerciale, géraient les comptes, répondaient aux visiteurs et les aides maintenaient également la connexion avec ce qui se passait à l'extérieur. Ils lisaient les journaux, écoutaient la radio et racontaient l'essentiel. Parfois, ils évitaient de donner de mauvaises nouvelles. Ils ne voulaient pas inquiéter ceux qui étaient à l'étage. Cependant, lorsqu'il y avait des informations qui affectaient directement leur sécurité, ils étaient clairs. Ils prévenaient s'il y avait des rafles à proximité, si un fournisseur avait été arrêté ou si les règles changeaient. Miep et son mari Jeanne étaient les seuls à connaître l'adresse exacte de la cachette en dehors des heures de travail. Jean ne montait pas à l'annexe, mais il aidait de l'extérieur. Il apportait des coupons supplémentaires, cherchait des informations sur les déportations et aidait à distribuer les commandes. Il était membre d'un groupe de résistance, même s'il n'en parlait à personne. Moins les autres en savaient, mieux c'était. Pendant les 2 années d'enfermement, les aides ont été confrontées à des problèmes personnels. Johannes Voskuil est tombé malade d'un cancer. Malgré la douleur, il a continué à collaborer tant qu'il a pu. Bep essayait de ne pas montrer son inquiétude, mais la situation l'affectait. Miep a aussi eu des moments d'angoisse. Il y avait des jours où elle ne parvenait pas à trouver assez de nourriture, et elle devait rentrer les mains vides. Elle se sentait responsable de les maintenir en vie. La relation entre les cachés et leurs protecteurs était compliquée. Bien qu'il y ait de la gratitude, des tensions surgissaient aussi. Parfois, Anne ou Auguste se plaignaient de la qualité de la nourriture. D'autres fois, ils demandaient des choses qui n'étaient pas faciles à obtenir. Miep et Bep comprenaient que l'enfermement altérait l'humeur, mais cela les blessait quand ils sentaient que leurs efforts n'étaient pas appréciés. Malgré tout, les aides n'ont jamais failli. Ils n'ont jamais parlé de trop, n'ont jamais demandé un sou et n'ont jamais montré de signes de fatigue. Chaque jour, ils montaient les escaliers avec peur. Ils savaient que les voisins pouvaient les voir entrer et sortir, qu'un nouvel employé pouvait avoir des soupçons, qu'une inspection de routine pouvait les dénoncer tous. Les personnes cachées ne pouvaient rien faire sans eux. De la nourriture au papier toilette, en passant par les livres, le savon, les serviettes ou les crayons, tout dépendait de ce que les aides pouvaient trouver. Si l'un d'eux tombait malade, cela se ressentait.
S'il était absent un jour, le vide se faisait sentir. Quand ils arrivaient, ils étaient accueillis avec anxiété. Ils apportaient un peu de vie à un endroit où il n'y avait que de l'attente. Miep essayait d'apporter des sujets de conversation. Elle parlait de la rue, du temps, de choses simples. Elle apportait aussi des nouvelles des amis, des connaissances ou de la situation du pays. Parfois, elles étaient bonnes, comme lorsqu'elle a dit que les Alliés avaient avancé en Afrique, ou que la BBC parlait d'une possible invasion en France. À d'autres occasions, elle apportait des informations plus dures, arrestations, déportations, nouvelles annonces des nazis. En 1943, Bep a réussi à obtenir des manuels scolaires pour Margot. Elle a aussi apporté des feuilles d'exercice pour Anne. Toutes deux continuaient d'étudier. Otto organisait des tâches quotidiennes. Ils utilisaient de vieux livres, copiaient des exercices, lisaient à voix basse. Edith préparait des cours improvisés. C'était une façon de garder l'esprit occupé. Sans ces matériaux, les journées seraient devenues plus vides. Les aides protégeaient également la façade légale. Si quelqu'un demandait après Otto, il disait qu'il avait quitté le pays. Si des lettres ou des factures arrivaient, ils y répondaient eux-mêmes. Ils faisaient comme si tout était normal. Ils changeaient de signature, déplaçaient des documents et répondaient au téléphone d'une voix ferme. Personne ne devait remarquer quelque chose d'étrange. Fin 1943, la situation est devenue plus tendue. La résistance a intensifié ses actions. Les représailles ont été plus dures. Plus de contrôle, plus de vérification. Miep et Jeanne ont dû cacher certains papiers chez eux. Bep a limité ses visites. Victor et Clayman ont été interrogés plusieurs fois au sujet de la gestion de l'entreprise. Bien que personne n'ait rien avoué, le danger était évident. Malgré tout, aucun n'a abandonné son poste. Ils continuaient d'aider, chacun à sa manière. En juillet 1944, alors que les rumeurs sur la chute du régime nazi étaient de plus en plus fortes, Anne a écrit qu'elle sentait que tout pouvait changer. Mais le 4 août, tout s'est arrêté. Le jour où ils les ont trouvés, Anne Frank capturée par la Gestapo. Le 4 août 1944, le silence de l'annexe a pris fin. Ce matin-là, vers 10 heures, un véhicule s'est arrêté devant le bâtiment du Prinsengracht 263. Des agents de la police allemande en sont descendus, dirigés par Karl Josef Silberbauer, un officier de la SS en civil. Ils étaient accompagnés de plusieurs policiers néerlandais. Il n'y a eu aucun avertissement. Pas de temps pour cacher quoi que ce soit. Les occupants de la cachette ont été pris par surprise. Ils n'ont pas eu le temps de fermer les portes, ni de cacher leurs affaires. Silberbauer et les autres sont montés par le bureau principal, guidés par une dénonciation anonyme. À l'intérieur du bâtiment, tout semblait normal. Mais l'un des agents est allé directement vers l'étagère tournante. Il l'a déplacée. Derrière se trouvait l'entrée de l'annexe. Ils l'avaient trouvée. Ils sont entrés sans attendre. Ils ont crié, pointé leurs armes et ordonné à tout le monde de sortir les mains en l'air. Otto, Edith, Margot et Anne étaient dans le salon commun. Peter a essayé de se cacher, mais ils l'ont fait sortir. Hermann, Auguste et M. Pfeffer ont également été sortis de force. Personne n'a opposé de résistance. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'issue. Les agents ont cherché de l'argent, des bijoux et des documents. Ils ont fouillé les tiroirs, jeté des papiers par terre, ouvert des malles. Ils ont pris le peu qu'ils ont pu trouver. Les cahiers, les carnets, les boîtes de notes ne les intéressaient pas. Ni les photos, ni les objets personnels. Ceux-ci ont été abandonnés, éparpillés sur le sol de l'annexe. Parmi les papiers se trouvait le journal d'Anne. Il était à son endroit habituel avec d'autres cahiers et des feuilles volantes. Miep Gies, qui avait assisté à l'opération depuis le rez-de-chaussée, est montée quelques heures plus tard. Elle a tout ramassé avec soin. Elle savait que ces papiers étaient importants. Elle ne savait pas si Anne reviendrait. Mais elle les a gardés. Les 8 occupants ont d'abord été emmenés au siège local de la Gestapo. Là, ils ont passé des heures enfermés, sans savoir ce qui allait se passer. Ils ont été interrogés séparément. Ils ne savaient pas qui les avait dénoncés. Personne ne leur a rien dit. Il n'y a pas eu d'accusation formelle, seulement des questions rapides, des bousculades et des ordres. Ensuite, ils ont été transférés au quartier général de détention à Amstelveen-Seweg. Le même jour, les agents ont arrêté 2 des aides, Victor Kugler et Johannes Kleiman. Tous 2 ont été emmenés dans des centres de détention différents. Miep et Bep n'ont pas été arrêtés.
Miep, bien qu'elle ait été présente, a été autorisée à partir. Elle racontera plus tard que l'un des officiers était autrichien comme elle. C'est peut-être pour cela qu'ils ne l'ont pas arrêtée. Malgré tout, elle a failli l'être. Il l'a laissée partir avec un avertissement. Au quartier général, les Franks et les autres ont attendu 2 jours. Ils ne savaient pas où on les emmènerait. Ils mangeaient du pain rassis et buvaient de l'eau sale. Ils dormaient assis, avec la lumière allumée tout le temps. Il y avait d'autres détenus. Certains parlaient de trains, de camps, de transferts vers l'Est. C'étaient de nouveaux termes pour Anne. Personne n'expliquait rien. Ils ne donnaient que des ordres. Le 8 août, ils ont été mis dans un camion. On les a emmenés au camp de transit de Westerbork. C'est là que tous les Juifs arrêtés aux Pays-Bas arrivaient. C'était l'endroit de passage avant d'être envoyés dans les camps de l'Est. Ce n'était pas un camp d'extermination, mais il y avait déjà des barrières, une surveillance armée et des baraquements en bois. À Westerbork, les 8 ont été classés comme prisonniers pour délit de clandestinité. Cela signifiait une punition supplémentaire. Ils ont été placés dans le baraquement de punition, un endroit sans confort. Il n'y avait pas de lit, seulement de la paille par terre. L'endroit était sombre, froid et bruyant. Ils partagèrent l'espace avec des dizaines de personnes. Il y avait des pleurs, des cris et une odeur de corps non lavé. Le travail à Westerbork était forcé. Les hommes démontaient des batteries usagées. Les femmes nettoyaient des pièces métalliques ou triaient des objets. C'était dangereux. Les pièces étaient contaminées, l'environnement était toxique. Il n'y avait pas de masque ni de protection. Anne et Margot travaillaient à séparer les composants à main nue. Edith, plus faible, résistait à peine au rythme. Malgré l'enfermement, les occupants de l'annexe restaient ensemble. Ils dormaient dans le même baraquement. Ils se parlaient à l'oreille. Ils partageaient le peu qu'ils avaient. Otto essayait de les garder unis. Auguste pleurait en silence. Hermann ne parlait pas. Pfeffer se disputait pour tout. Peter ne mangeait presque pas. Anne continuait d'observer. Elle n'écrivait pas. Elle n'avait plus de cahier. Chaque mardi, un train partait. C'était le transport vers l'Est. Les prisonniers attendaient la liste hebdomadaire avec peur. Personne ne savait qui serait appelé. Les noms étaient lus au haut-parleur. Chaque groupe sélectionné devait se présenter avec ses affaires. Ils montaient dans des wagons de marchandises. On ne disait pas la destination. Le 3 septembre 1944, le nom de la famille Frank est apparu sur la liste. Les Van Pels et Pfeffer y étaient aussi. Ce jour-là, le dernier train qui partirait de Westerbork vers Auschwitz a été chargé de plus de 1000 personnes. Parmi elles, Anne, sa famille et les autres de l'annexe. Le voyage a duré 3 jours. Ils étaient entassés, debout ou sur le sol. Il n'y avait pas de toilette. Ils utilisaient un seau. Le wagon n'avait pas de fenêtre, seulement une fente en hauteur. Ils mangeaient le peu qu'ils avaient emporté. La plupart ne savaient pas où ils allaient. Certains se doutaient, d'autres croyaient encore au camp de travail. Otto Frank, 65 ans, essayait de rester fort. Edith prenait soin de Margot. Anne parlait à Peter à voix basse. Auguste était en état de choc. Hermann ne répondait pas. Pfeffer avait de la fièvre. L'air à l'intérieur du wagon était irrespirable. Certains n'ont pas supporté le trajet. Ils sont morts en cours de route. Les autres sont arrivés épuisés. Derrière les portes du train, en route vers Auschwitz, le 6 septembre 1944, le train transportant Anne Frank, sa famille, les Van Pels et Fritz Pfeffer, est arrivé au complexe d'Auschwitz-Birkenau. Le trajet depuis Westerbork avait duré 3 jours dans des wagons de marchandises fermés, sans espace, sans nourriture suffisante et sans aucune information. Quand les portes du wagon se sont ouvertes, il faisait déjà nuit. Les cris des soldats allemands, les aboiements des chiens et les projecteurs allumés ont marqué leur accueil. Les prisonniers sont descendus un par un, désorientés. Sur le quai se tenaient les gardes en uniformes sombres et brassards. Une ligne divisait les hommes des femmes. Otto a été séparé d'Edith, Margot et Anne à ce moment-là. Il n'y a pas eu d'accolade ni d'adieu, seulement des ordres rapides. Personne ne savait s'ils se reverraient. Les hommes ont été conduits vers une zone d'inspection. Otto a été classé comme apte au travail. D'autres n'ont pas eu cette chance. En parallèle, les femmes ont été alignées. Un médecin nazi s'est approché et, d'un mouvement de main, a déterminé qui serait envoyé au baraquement et qui irait directement aux chambres à gaz. Anne, Margot et Edith ont passé le premier filtre. Auguste Van Pels aussi. Toutes n'y sont pas parvenues.
Le groupe a été conduit le long d'un chemin flanqué de barbelés et de tours de guet. Ils sont arrivés dans une zone où ils devaient se déshabiller complètement. Là, on leur a rasé les cheveux, volé toutes leurs affaires et donné de vieux vêtements, souvent ceux d'autres prisonnières déjà mortes. La plupart n'avaient pas de chaussures, seulement des sabots en bois qui ne leur allaient pas. Personne n'expliquait rien. Les ordres étaient donnés en hurlant. Après le processus d'entrée, elles ont été conduites dans un bloc de femmes. Les conditions étaient minimales. De vieux matelas, une humidité constante, des fenêtres fermées. Elles dormaient serrées, 3 par couchette. Les couvertures étaient pleines de poux. L'odeur était permanente. Les lumières s'éteignaient à 20 heures et personne n'avait le droit de parler. Il y avait des appels quotidiens dans la cour. Parfois, ils duraient des heures. Si quelqu'un bougeait, on le frappait. Si quelqu'un tombait, on ne le relevait pas. Les jours se répétaient. À 5 heures du matin, une sirène marquait le début de la journée. Toutes sortaient pour l'appel. Ensuite, des groupes étaient formés pour le travail. Edith, Anne et Margot passaient des heures à transporter des pierres, à pousser des brouettes ou à faire des tâches dénuées de sens. Parfois, on les forçait simplement à rester debout en ligne pendant des heures sous le soleil ou dans le froid. La nourriture était un liquide gris servi dans des boîtes rouillées. À midi, un morceau de pain rassis. Le soir, une soupe claire. Anne écrivait mentalement ce qu'elle vivait, bien qu'elle n'ait plus de carnet. Sa force diminuait chaque semaine. Margot, plus silencieuse, supportait la punition avec résignation. Edith essayait de garder son calme. Elle aidait ses filles quand elle le pouvait, même si son propre état physique s'aggravait. Dans les baraquements, on entendait des toux, des pleurs et des murmures. Il y avait des prisonnières de partout, des Françaises, des Tchèques, des Polonaises, des Hongroises. Beaucoup ne parlaient pas la même langue. Elles partageaient la douleur, la peur et la saleté. L'eau était rare. Les douches fonctionnaient mal. Les maladies se propageaient rapidement. Il n'y avait pas de médicaments. Ceux qui tombaient malades devaient cacher leurs symptômes. Si les gardes le remarquaient, on les emmenait sans explication. Anne gardait sa mère et sa sœur près d'elle. Elle partageait les tours de repas, essayait de s'aider au travail. Otto était dans une autre section, avec les hommes. Il leur était interdit de communiquer. Pendant des semaines, elle ne savait pas s'il était encore en vie. De son côté, il pensait à ses filles tous les jours. Il savait que le contact était impossible. Le froid est arrivé en octobre. Les nuits étaient insupportables. Les pieds gelaient, les couvertures ne suffisaient pas. Le sol était plein de boue. Les rats marchaient entre les couchettes. Les prisonnières se couvraient comme elles pouvaient. Edith utilisait un vieux manteau pour couvrir Margot. Anne toussait sans arrêt. Sa voix s'éteignait peu à peu. Les officiers faisaient des inspections constantes. Si une couchette était sale ou si une prisonnière bougeait sans permission, elle était frappée. Parfois, des femmes disparaissaient pendant la nuit. Personne ne posait de questions. Tout le monde savait ce que cela signifiait. En novembre, Edith ne pouvait plus travailler. Son corps ne tenait plus. Elle a été emmenée à l'infirmerie, un endroit d'où peu de gens revenaient. Elle y est morte en silence. Anne et Margot n'ont pas pu lui dire au revoir. Elles n'ont su que plusieurs jours plus tard que leur mère n'était plus là. La routine a continué, les appels, le travail, la faim. Anne parlait moins. Margot restait silencieuse. Elles se soutenaient l'une l'autre pour tenir debout. Le temps était un concept flou. Elles ne savaient pas quel jour nous étions. Elles ne savaient pas depuis combien de temps elles étaient là. Elles voulaient juste survivre un jour de plus. Fin octobre 1944, une nouvelle sélection a eu lieu. Des officiers ont parcouru les baraquements. Ils ont appelé plusieurs prisonnières. Ils leur ont ordonné de se préparer. Anne et Margot étaient sur la liste. Avec des centaines d'autres, elles ont été mises dans un autre train. Personne ne savait où elles allaient. Certaines pensaient que c'était la fin. D'autres pensaient que c'était un transfert. Elles n'ont rien dit. Elles ont juste obéi. Ce nouveau train les a emmenées à Bergen-Belsen, un camp dans le nord de l'Allemagne. Elles ont quitté Auschwitz sans savoir qu'elles ne reverraient jamais leur père. Otto est resté dans le camp jusqu'à ce qu'il soit libéré par les soviétiques des mois plus tard. Anne et Margot allaient affronter un nouvel endroit, avec d'autres règles, d'autres dangers, et sans leur mère. Mourir du typhus et de la faim dans un camp sans issue. Le dernier hiver. Après le transfert depuis Auschwitz, Anne et Margot sont arrivées au camp de Bergen-Belsen fin octobre 1944.
Dès le premier jour, la situation était différente de la précédente. Il n'y a pas eu de sélection ni d'inspection à l'arrivée. Elles ont été directement conduites vers un groupe de baraquements sans fenêtres, où des centaines de prisonnières dormaient déjà entassées. L'organisation à l'intérieur du camp était chaotique. Personne n'expliquait les règles ni ne donnait d'informations. Anne et Margot ont été placées dans l'une des zones les plus dégradées, sans couchettes libres, sans couvertures et sans eau courante. Les douches ne fonctionnaient pas. Les seaux pour les déchets débordaient en permanence. Le sol était couvert de boue, d'excréments et de vieux vêtements. Les nouvelles prisonnières recevaient une portion de pain à leur arrivée. C'était tout ce qu'on leur donnait ce jour-là. Le premier hiver est arrivé immédiatement. En quelques jours, la température a baissé et l'humidité est devenue constante. Les sœurs se sont installées dans un coin du baraquement. Il n'y avait pas de place pour s'allonger complètement. Elles dormaient à moitié assises, avec les pieds froids et les vêtements mouillés. Le camp était plein. Il y avait des femmes de partout, de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de France. Chaque groupe avait sa langue, mais elles partageaient toutes les mêmes conditions. Anne entendait des conversations dans plusieurs langues qu'elle ne comprenait pas. Certaines prisonnières ne savaient pas où elles étaient. Personne ne parlait de l'avenir, seulement de la faim et du prochain appel. À la mi-novembre, Margot a commencé à avoir des frissons et des douleurs dans les jambes. Elle ne l'a pas dit au début. Elle essayait de marcher prudemment et faisait tout son possible pour se rendre au point de distribution de nourriture. Anne la soutenait quand c'était nécessaire. Bien qu'elle n'ait plus de force, elle évitait de demander de l'aide. En décembre, la situation dans le camp a changé. D'autres transports sont arrivés, mais il n'y avait plus de place. Les nouvelles prisonnières dormaient à l'extérieur ou dans les couloirs. Le nombre de morts quotidiennes a augmenté. Les responsables du baraquement ne pouvaient plus faire face. On n'enterrait personne. Les corps s'entassaient derrière le bâtiment. L'eau potable a manqué. Les prisonnières buvaient de la neige fondue ou de l'eau sale des flaques. Il n'y avait pas de savon ni de vêtements secs. Le même manteau mouillé servait pour dormir, sortir pour l'appel et couvrir la sœur malade. Les mains gercées saignaient. Les pieds enflés ne rentraient plus dans les chaussures. Début janvier 1945, personne ne se souvenait de la date exacte. Le soleil se levait et se couchait sans avertissement. Les sirènes continuaient de marquer le début de la journée, mais beaucoup ne pouvaient pas se lever. Celles qui ne sortaient pas pour l'appel étaient frappées. Celles qui ne bougeaient pas étaient traînées. Margot a cessé de marcher à la mi-janvier. Anne demandait de l'aide pour la porter à l'appel. Certains jours, elle y parvenait. D'autres jours, Margot restait sur la couchette. Une camarade polonaise leur a donné un chiffon sec et un peu de pain. Anne ne l'a pas mangé. Elle a tout donné à sa sœur. À la fin de ce mois, Anne a commencé à avoir de la fièvre. Au début, elle a pensé que c'était à cause du froid. Puis les maux de tête et les nausées sont devenus constants. Elle ne parlait plus. Elle répondait par des gestes. Elle avait du mal à rester assise. Elle s'enveloppait dans la même couverture qui couvrait Margot. Les gardes inspectaient les baraquements la nuit. S'ils voyaient quelqu'un immobile trop longtemps, ils le sortaient. Anne n'a pas réagi. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas bougé pendant des heures. Cet après-midi-là, elle s'est couchée sur le côté et ne s'est plus relevée. Les femmes du baraquement ont dit qu'elles ne l'ont plus vue debout. Son visage était pâle. Elle ouvrait à peine les yeux. Elle murmurait des phrases sans sens. 2 jours plus tard, Anne est morte. Personne n'a pu dire avec précision quand. Personne n'a pu l'enterrer. Son corps a été enveloppé dans un vieux sac et emporté avec d'autres. Les fosses communes étaient pleines. Il y avait plus de cadavres que d'espace. La plupart se décomposaient à l'air libre. Le 15 avril 1945, l'armée britannique est arrivée à Bergen-Belsen. Ils ont trouvé plus de 10 000 corps non enterrés. Ils ont trouvé des prisonniers qui ne pouvaient pas se lever. Ils ont trouvé des rats, de la boue, des poux et de l'eau contaminée. Les conditions sanitaires étaient si graves que les troupes elles-mêmes ont été choquées. Aucun des soldats ne connaissait les noms des sœurs Frank. Les identifications n'existaient pas. Ce n'est que des mois plus tard, grâce aux témoignages d'autres prisonnières, que ce qui s'était passé a été reconstitué. L'une d'elles, Janie Brill-Sleeper, avait été dans le même baraquement. Elle s'est souvenue comment Margot était morte avant Anne, comment la plus jeune était restée immobile jusqu'à sa fin. Otto Frank, depuis Amsterdam, cherchait des informations. Il avait été libéré d'Auschwitz en janvier.
En arrivant aux Pays-Bas, il a écrit des lettres aux survivants, a cherché dans des listes, est allé au bureau de la Croix-Rouge. Pendant des semaines, il n'a pas eu de réponse. Un jour, on lui a confirmé qu'Edith, son épouse, était morte. Puis, une femme lui a raconté qu'elle avait partagé un baraquement avec Anne et Margot. Elle lui a dit qu'elles étaient toutes les deux mortes du typhus et de la malnutrition, qu'elles avaient été ensemble jusqu'à la fin. Otto n'a rien récupéré. Il n'avait nulle part où aller. Il ne restait que ce que sa fille avait écrit. Anne Frank n'est pas morte seule. Elle est morte aux côtés de milliers de personnes dont le seul crime était d'être née dans la mauvaise famille, dans le mauvais pays, sous un régime qui ne les voulait pas en vie. Son histoire n'a pas été unique, mais elle est l'une des rares qui a laissé une trace. Ce n'est pas sa voix qui a survécu, c'est son écriture. Depuis son arrestation jusqu'à sa mort à Bergen-Belsen, seulement 7 mois se sont écoulés. Pendant cette courte période, elle a été témoin de la décomposition humaine sous toutes ses formes, isolement, faim, maladie, froid, perte. Elle n'a pas eu de procès, ni d'avocat, ni le droit de dire au revoir. Elle a été transportée, classée, dépouillée, enfermée et oubliée. Les noms des responsables directs de sa mort ne figurent dans aucun registre. Il n'y a pas eu de punition pour ceux qui ont fermé la porte de ce wagon, ni pour ceux qui ont ignoré ses symptômes. Il ne reste que le témoignage indirect d'autres femmes qui étaient aussi là et qui, par hasard, ont réussi à le raconter. Son père, Otto, a été le seul survivant du groupe qui a vécu dans l'annexe. Quand il a su la vérité, il n'a rien pu faire d'autre que tenir le cahier que sa fille avait écrit. Ces pages, simples et sans prétention, montraient clairement ce que c'était de vivre caché pendant 2 ans. Elles montraient ce qu'une adolescente pensait pendant que le monde s'écroulait autour d'elle. Aujourd'hui, ce cahier est lu par des millions de personnes, non pas comme une œuvre littéraire ni comme un symbole, mais comme une preuve. Preuve de ce qui s'est passé, preuve de ce qui a été fait, et preuve de jusqu'où peut aller le silence quand personne ne veut regarder. Et vous, comment auriez-vous vécu ce cauchemar ?